Laurent Four, bonjour. Bonjour. Laurent, vous êtes infirmier en soins palliatifs et ce depuis 2019. Vous êtes également reporter, c'est une double casquette que vous avez parce que vous faites beaucoup de pédagogie autour de votre métier, autour du soin. Comment êtes-vous arrivé aux soins palliatifs ? Est-ce que c'était une volonté de votre part de vous investir dans ce type de service ? D'abord, c'était une reconversion professionnelle parce que j'avais eu effectivement un métier auparavant dans la communication, les médias. J'ai été réalisateur de documentaires pendant plusieurs années. Et puis, à un moment de ma vie, j'ai eu envie, parce que j'avais fait du secours à victimes avec la Croix-Rouge française à Paris, en tant que bénévole, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin et de devenir infirmier. Donc, je me suis lancé dans ces études en 2013. Et en 2016, en sortant, il y avait plein de voies possibles. Donc, j'ai commencé mon métier. Puis, je suis arrivé dans une structure, une clinique de soins médicaux de réadaptation à la Grande Motte, la clinique mutualiste Jean Léon, qui avait des lits identifiés de soins palliatifs. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, mais c'est vraiment là que j'ai envie d'être. C'est là que j'ai envie de travailler le soin. Et petit à petit, d'abord en étant infirmier de nuit, puis infirmier de jour, puis après avoir passé deux diplômes universitaires de soins palliatifs et d'accompagnement, je me suis dit je peux pas être à un autre endroit. Il faut que je sois à cet endroit-là. C'est un endroit qui est complexe, mais en même temps qui est très enrichissant et pour lequel j'avais l'impression d'être un petit peu fait depuis longtemps. Est-ce que c'est le contact avec le patient, peut-être ses proches, qui a fait que vous souhaitiez vous investir dedans ? Oui, parce que c'est vraiment un endroit de soins qui prend tout son sens. C'est-à-dire que on est à la fois dans le soin technique. Il y a beaucoup de soins techniques, malgré ce qu'on peut en penser. Et puis beaucoup de soins relationnels. Il faut savoir quand être là, quand sortir de la chambre. Il y a toute une gestion finalement et un accompagnement qui se fait avec les familles et les patients, une relation de soins qui s'instaure, qui fait que quand les choses s'aggravent, il y a une relation de confiance qui s'est installée et on est beaucoup plus... Vous parlez de relation de conscience. Est-ce que c'est confiance et conscience ? Et conscience, c'est vrai que... Le lapsus est révélateur. C'est être en conscience de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on est en train de faire pour permettre aux personnes qui sont là, qui affrontent quelque chose qu'elles ne connaissent pas, de les aider au mieux. Ça veut dire parfois ne pas détruire les défenses qu'elles ont construites et passer par des biais. On n'est pas à dire bonjour, bienvenue en soins palliatifs. Voilà ce qui se passe. On est beaucoup plus délicat. C'est une science de la délicatesse, les soins palliatifs. Vous prenez le temps, donc créer cette confiance et donc de faire effectivement un soin qui soit à la fois technique par l'utilisation de médicaments ou je pense par certains gestes, mais aussi beaucoup d'empathie, j'imagine. Est-ce que c'est parfois compliqué de mettre à distance la souffrance de l'autre ? C'est assez étonnant parce que on se rend compte dans la pratique, petit à petit, qu'il y a des patients pour lesquels ça se passe très bien, on arrive à être dans cette juste proximité. On parle souvent de juste distance. En soins palliatifs, on est dans la juste proximité. Et donc, avec certains patients, on arrive à être complètement professionnel, même à être parfois légèrement détaché, ce qui nous permet d'avoir un très bon recul et une analyse de la situation globale, parce qu'on fait une analyse globale des situations qu'on rencontre. On n'est pas uniquement centré sur un symptôme ou bien une pathologie. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, mais certains patients, certaines familles vous touchent d'une manière que vous n'êtes pas du tout préparé à ça. Et donc, ça dépend des gens. Il y a même des gens, je vais être tout à fait honnête, qui vous agacent parce que dans la vie, c'est pas leur pathologie qui parle, c'est parce que dans la vie, ils ont un caractère qui ne vous correspond pas. Et pourtant, on va faire le travail exactement de la même façon. On va personnaliser notre soin, même si c'est un petit peu plus difficile pour nous, c'est pas grave.
on est là pour soigner tout le monde. Donc ça veut dire que les gens avec lesquels on pourrait s'entendre dans la vie comme les autres. Et parfois, ces barrières, elles tombent et c'est beaucoup plus difficile et on se remet plus difficilement de la perte d'un patient, au point parfois même que on peut être bizarrement plus touché de la disparition de ce patient que leur famille elle-même. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut connaître et qu'il faut savoir apprécier et de savoir comment continuer à valoriser ce soin et à le personnaliser au maximum, qu'on soit complètement en recul, presque trop loin, ou bien au contraire d'être trop proche des gens qu'on a en soin. Qu'est-ce qui vous aide à tenir dans ce quotidien ? Est-ce que la dimension d'équipe est importante pour vous ? Elle est primordiale, c'est vraiment personne n'a la priorité sur les décisions qui vont être prises dans l'accompagnement. Ni le médecin, ni les infirmières, ni les infirmiers, ni la psychologue, ni les aidants, ni la famille. Tout le monde a un rôle à jouer, une part à jouer, et va être sollicité à un moment pour donner son avis. Toutes les décisions qu'on prend, elles sont collégiales. On a tous une manière d'aborder le patient différente. La psychomotricienne, elle va pas avoir la même approche que la psychologue. Et en fait, c'est l'addition de tous ces ressentis qui, en staff médical, vont permettre d'aider à comprendre où en est le patient. De quoi est-ce qu'il a besoin? Parce que parfois, il va pas être en capacité de pouvoir l'exprimer. Et c'est tous ces non-dits qui vont permettre, par l'assemblage de témoignages finalement de l'équipe de soins, qui vont permettre finalement d'avoir la meilleure idée possible de la manière dont on va pouvoir l'accompagner. Et donc oui, les équipes pluridisciplinaires, c'est vraiment une des clés du soin en soins palliatifs. Je voudrais revenir avec vous sur une question d'actualité, puisqu'il y a un projet de loi qui est en cours, le projet de loi Bayrou sur l'accompagnement de la fin de vie, qui comporte 2 textes. L'un qui va renforcer les soins palliatifs, l'autre qui concerne le droit à l'aide à mourir. Cette décision collégiale, ce soin qui est décidé en équipe pour avoir un soin le plus adapté possible à la personne, est-ce que cette loi, vous craignez qu'elle ne vienne enrayer ce processus collégial? C'est une loi qui nous fait peur, à juste titre, je pense, parce que, pour plein de raisons, c'est une loi qui est déconnectée de la réalité que nous vivons. Certes, il y a des patients qui ont des maladies dégénératives très importantes, qui vivent dans des douleurs et des souffrances extrêmes. Jusqu'à présent, de mon point de vue, de l'expérience que je peux partager, la plupart du temps, on est arrivé avec les équipes du temps, j'insiste là-dessus, à travailler ces douleurs réfractaires, à faire en sorte que toutes ces souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques, finissent par céder, soit par l'accompagnement, soit par les thérapeutiques. Mais ça demande du temps. Et effectivement, le problème de cette loi, c'est qu'elle veut mettre en place un raccourci dans lequel, finalement, on va arriver face à des patients à qui on aura, par exemple, diagnostiqué une maladie dégénérative et qui vont arriver, qui vont dire « Mais en fait, moi, je veux pas de soins, je veux qu'on pratique l'euthanasie. » Et donc, on n'aura plus l'occasion de travailler avec eux cet accompagnement-là. Et ça, c'est très grave parce que j'ai un souvenir comme ça d'une patiente qui est arrivée un jour dans nos services et qui était allongée sur son lit, qui refusait tout contact. Elle ne voulait pas qu'on lui parle, elle ne voulait pas manger, elle ne voulait rien du tout. La seule chose qu'elle a dite quand elle est arrivée, c'est « On m'a dit que j'allais mourir et voilà, donc je suis là pour mourir. » Et puis au bout de 3 jours, quand même, elle s'est rendue compte que cette annonce-là qui avait été faite il n'y a pas très longtemps, elle ne se réalisait pas. Et elle a commencé à s'ouvrir. Elle est restée 3 mois chez nous, et puis finalement, elle est rentrée à la maison. Et on ne l'a revue que 2 ans plus tard. Et c'est extraordinaire, parce que finalement, elle est passée de « on m'a dit que j'allais mourir, donc je vais mourir » à « non, ça n'arrive pas, mais j'ai des douleurs. Ah finalement, vous m'avez aidé à gérer ces douleurs. »
au point de pouvoir se remettre à marcher et sortir de son lit, puis rentrer chez elle et vivre ce qu'elle avait à vivre, le temps que la maladie évolue et qu'à un moment ça la rattrape, effectivement. Ça, on n'a pas pu le changer, c'est normal, mais on a pu lui donner ce temps de vie supplémentaire et une qualité de vie supplémentaire qui a changé les choses pour elle. Et puis, quand elle est revenue, elle nous connaissait, elle savait qu'on avait été là au début, et donc on a pu la prendre en charge le mieux possible dans cet accompagnement, juste parce qu'elle nous faisait confiance, quoi. Le risque, c'est de déshumaniser le patient, mais aussi le soignant. Les risques qui sont multiples dans cette loi, c'est de finalement basculer sur un projet de service et de marchandisation de la mort. Ce sont des mots quand même assez graves que je prononce, mais c'est vraiment mon ressenti de soignant, c'est-à-dire que ça va devenir un service qu'on va proposer aux gens. Est-ce que vous voulez passer en soins palliatifs ou est-ce que vous voulez qu'on pratique, entre guillemets, l'aide à mourir ? Et donc, les gens vont dire, oui, j'y ai droit. Sans connaître exactement ce que nous, on fait en soins palliatifs, la première chose qu'ils vont faire, oui, j'ai pas envie de souffrir. Donc, je veux le truc le plus rapide possible. Je veux prendre ce raccourci. Sans savoir que nous, de l'autre côté, avec du temps, c'est dur, hein, je le cache pas, mais avec du temps, on peut arriver à faire des choses et à, si ce n'est prolonger la vie, en tout cas, permettre que les dernières semaines ou les derniers mois ou les dernières années se passent le mieux possible. Et donc, ce raccourci-là, c'est un raccourci marchand, parce que derrière, il y a une volonté économique de faire des économies sur les soins. On sait que les soins de la première année de vie et de la dernière année de vie sont les plus importants. Et donc, permettre aux gens de partir plus vite, ça va faire des économies. Et nous, on n'est pas là pour faire des variables d'ajustement avec les personnes qu'on a en soins. Si ce projet de loi venait à aboutir, venait à être appliqué, comment appréhendez-vous votre futur, votre métier avec cette loi ? Le futur, il est compliqué pour plein de raisons. La première, alors je vais parler de moi pour démarrer, c'est que moi je me pose vraiment la question de est-ce que je vais rester soignant en soins palliatifs lorsque la loi sera passée. Si elle passe, mais j'ai malheureusement peu de doutes sur la manière dont les sénateurs ont été et les députés ont été influencés par les partisans de l'euthanasie, donc je pense que cette loi passera. Donc je ne sais pas si je pense que j'aurais pas la capacité vraiment d'être la personne qui prépare la seringue létale, voire qui l'injecte. C'est vraiment quelque chose qui, dans le soin, pour nous, est inconcevable. On ne peut pas être dans cet accompagnement jusqu'au bout, voire même après le décès de la personne, parce qu'on accompagne la famille aussi, on accompagne l'entourage, ça ne s'arrête pas. Une fois que la personne est décédée, notre travail ne s'arrête pas, au contraire. On a tout un travail à faire avec l'entourage pour que ces moments-là, qui sont déjà un traumatisme, ne soient pas quelque chose d'encore plus douloureux, difficile à vivre, qu'il y ait des petites lueurs, pas d'espoir, mais en tout cas de choses réconfortantes. Le fait d'être là s'ils ont besoin, mais de ne pas s'imposer. Toutes ces choses très très fines finalement qu'on a construites au fur et à mesure, qui nous permettent d'être encore une fois dans la bonne proximité avec eux. Et donc je ne sais pas si je vais rester. Si vous seriez capable de maintenir ce lien, cette atmosphère avec les patients. Parce que on l'a vu, il y a une pseudo clause de conscience qui serait inscrite dans la loi, sauf que on l'a vu au Québec, cette clause de conscience, elle saute. Pourquoi ? Parce que le soignant, à partir du moment où il refuse de faire ce soin, parce que pour nous, donner la mort n'est pas un soin, il est stigmatisé. Et ce qui s'est passé au Québec, c'est que les soignants qui le refusaient sont devenus des mauvais objets, des mauvais soignants de la part de la population. Et au final, les maisons de soins palliatifs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle au Québec, se sont vues menacées de se voir retirer leurs subventions si elles ne pratiquaient pas l'euthanasie. Donc là, il n'y a plus de clause de conscience, en fait.
vous le faites parce que la société a décidé que c'était à vous de le faire et que si vous ne le faites pas, vous êtes pas un bon soignant. Et moi, je ne sais pas si je serai en capacité de pouvoir le faire. Et je ne suis pas le seul. Parmi les soignants qui avaient été, en tout cas les soignants en soins palliatifs qui avaient été interrogés lors d'une étude de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs sur ce sujet, ils étaient nombreux à dire qu'ils envisageaient de partir et de faire autre chose, en tout cas de continuer le soin dans d'autres domaines si c'était le cas. Et ça pose le problème de la continuité des soins parce que on a des compétences, on a des connaissances, on a une manière d'appréhender ces sujets qui est quand même nécessaire. Donc est-ce qu'on sera en capacité de pouvoir le faire ? Pour ma part, je n'en suis vraiment pas sûr. Merci beaucoup, Laurent Four, pour avoir participé à ce projet, pour avoir bien voulu nous partager votre témoignage. Je rappelle que vous êtes infirmier en soins palliatifs. Merci beaucoup. Merci à vous.